m'appelle Alexis Moussy-Pouchkine, je travaille au sein de la direction technique chez Sun en France, et je vais vous parler de quelque chose qui était intitulé dans le programme Desktop Java, Java, je ne sais plus ce que c'était. Donc moi, ce que je vais faire, en tous les cas, j'ai un petit problème qui est ici dans l'agenda, c'est vous parler de ce qui existe aujourd'hui, de ce qui est relativement récent, en particulier de Java 5, mais pour autant qui n'est pas forcément encore totalement adopté par l'ensemble des développeurs Java, et vous parler également de Java 6 qui est déjà en bêta. Et puis on parlait de Desktop Java, donc j'aurai une petite partie dédiée, une petite démo dédiée à la partie Swing. Java 5 a 1 an et demi, donc nom de code Tiger. Je vois qu'il y a une version de Java majeure. Donc Java 5 au passage, vous avez noté, on est passé de la version 1.4 à la version 5.0. À chaque fois qu'il y a une version majeure, 1.2 vers 1.3, 1.3 vers 1.4, 1.4 vers 5.0, il y a 3 choses potentiellement qui peuvent évoluer. La première, c'est le langage lui-même. Et Java 5 a eu une évolution tout à fait importante du langage, de manière compatible avec tout ce qui avait pu être fait jusque-là, mais le langage a évolué de manière sensible avec l'introduction d'un seul nouveau mot-clé, ce qui est important parce que l'introduction de nouveaux mots-clés a tendance à casser du code qui fonctionnait précédemment. Premier point, donc le langage. Le deuxième point, ce sont les API. L'évolution des API existantes rajoute de nouvelles API. On va passer en revue un petit peu quelques exemples. C'est très difficile dans le temps qui fait la partie de couvrir de manière exhaustive, même honnête, j'allais dire, de toutes les nouveautés qu'on va trouver dans Java 5. On va simplement parcourir quelques-unes. Donc, premier point, le langage. Deuxième point, les API. Et le troisième point, c'est un petit peu la partie qui est la plus facile à appréhender, j'allais dire, parce qu'elle ne nécessite pas de modification du code. On ne va pas utiliser une nouvelle API, on ne va pas utiliser une nouvelle syntaxe qui est introduite au niveau de l'évolution du langage. C'est tout ce qui est lié au détail d'implémentation. Ce sont les outils de monitoring, ce sont les nouveaux garbage collectors, ce sont les différents outils qui nous permettent d'avoir de meilleures performances, une meilleure expérience utilisateur au sens large, sans pour autant toucher à un code existant. Donc si on prend rapidement ce langage, donc Java 5 date de septembre 2004. Donc on en est à un an et demi. Je crois que je dis essentiellement ce qui est ici, si ce n'est qu'on a apporté également beaucoup d'attention à l'aspect qualité. Et par qualité, on entend essentiellement la compatibilité avec tout le code qui a pu être développé depuis 10 ans que Java existe. C'est extrêmement important pour nous. L'autre chose également ici, c'est que si vous attendez une version 5.1, parce que la 5.0 c'est une version avec des passages, une version 0.0, n'attendez pas, il n'y aura pas de 5.0. On va passer de 5.0 à la 6.0, la 6. Et on ne fera plus ces versions .1, .2, comme vous avez pu les connaître, avec la 1.4.2, qui est celle qui précédait Java 5. On a néanmoins des mises à jour, ce qu'on appelle les updates, on en a un update 6 sur Java 5. On a la nomenclature ici et celle-ci, 5.0 plus 6 pour update 6. Donc si vous attendiez le 5.1, n'attendez plus, restez sur le 5.0. La liste relativement exhaustive, je crois, des nouveautés du langage ici. On va parler de type générique, de capacité à typer fortement des collections d'objets, et demander au compilateur de vérifier un maximum de choses au moment de la compilation, donc avant l'exécution. Une nouvelle syntaxe pour une nouvelle boucle for, qui est relativement agréable d'utiliser, parce qu'elle s'exprime avec moins de lignes et moins sujette à erreur. Les types énumérés, c'est le seul nouveau mot-clé, c'est enum. Donc ce sont les types énumérés tels que vous pouvez les connaître dans d'autres langages, mais auxquels on a rajouté quelques fonctionnalités dans la mesure où une énumération est une règle à Java, on va pouvoir rajouter en particulier par exemple des méthodes. Autoboxing, unboxing, c'est la capacité à traduire automatiquement, et c'est le compilateur qui s'en charge, un type Java, un type integer par exemple, en entier, en int, en type composite, dans un sens comme dans l'autre, et ce de manière directe dans la syntaxe. Var fait référence au nombre d'arguments variables qu'on peut utiliser dans une méthode, et un exemple de ceci, c'est l'introduction de la méthode printf, qui existe donc, et qui provient du C, qui est reprise à l'identique, essentiellement pour reprendre votre code à la base de printf, et qui nécessite de pouvoir passer un nombre non défini
de paramètres pour tout l'aspect formatage. Static import permet d'apporter tous les variables statiques d'une classe. Et les annotations, c'est quelque chose d'important, non pas tant par le rôle qu'elles jouent dans Java 5 directement, mais par les fondations qu'elles abordent, essentiellement pour ce qu'on verra un petit peu plus tard dans l'après-midi, c'est-à-dire tout ce qui est Java Enterprise 5, et donc toute la partie EJB Web Service, où ces annotations vont être utilisées pour décorer du code et supprimer partout où c'est possible ce qu'on appelait les descripteurs de déploiement. On verra tout ça tout à l'heure. Les génériques, peut-être aller un petit peu vite là-dessus. Qui sait de quoi il s'agit? À peu près 50%. Pour les autres, l'idée c'est que quand on manipule des collections, eh bien, en fait, ce sont des collections d'objets. On va mettre, le développeur est responsable de savoir ce qu'il met dans une collection, et c'est lui qui a la responsabilité, quand il lit des choses, de lire des collections, eh bien, de faire un cast pour manipuler ensuite, non pas un type objet, mais un type chaîne de caractères, par exemple. Eh bien, ce qui serait intéressant, ce serait, et un cast, ça ne marche pas toujours, des fois, on a des classes cast d'exception, et ça se produit au moment de l'exécution. Et l'idée des génériques, c'est essentiellement de pouvoir donner au développeur un moyen d'exprimer le type des objets qu'on met dans une collection, pour que le compilateur vérifie qu'à chaque fois qu'on manipule cette collection, on la manipule en rajoutant, en lisant bien, des objets du type précis. Donc si on prend une petite ligne de code, aujourd'hui, si on a une collection, donc qui est une interface ici sur laquelle on va itérer, eh bien on va, et que cette collection contient des chaînes de caractères, eh bien on va itérer avec l'itérateur ici, on va parcourir tous les éléments, et sur chacun des éléments, on va faire un cast, on va le passer en chaîne de caractères, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir invoquer la méthode length et vérifier que la chaîne de caractères a bien 4 caractères, et que l'on va pouvoir la supprimer de cette collection. Donc voilà ce que l'on fait aujourd'hui, de manière peut-être un petit peu plus élégante, donc de faire exactement la même chose ici. Avec les génériques, on va introduire une syntaxe, on va utiliser des signes inférieurs et supérieurs, on va dire que la collection est typée. C'est une collection de chaînes de caractères. Si bien que l'itérateur, lui aussi, va travailler uniquement sur des chaînes de caractères, et que le cas qu'on avait tout à l'heure a disparu, on va pouvoir invoquer directement sur i.next, qui est donc une chaîne de caractères, la méthode length. C'est quelque chose qui est moins verbeux, moins de parenthèses, moins de code, donc moins sujet aux erreurs. On n'a pas de variable temporelle, on a du coup des performances qui peuvent être meilleures. Et on a surtout donc une vérification de la compilation, au moment de la compilation, sur les types manipulés, ce qui fait qu'on devrait supprimer toute problématique de type classe cast exception au moment de l'exécution, c'est quelque chose d'important. On a une nouvelle boucle for, elle est intéressante, et ce qui est également intéressant dans Java, et dans les nouveautés du langage Java 5, c'est que les différentes nouveautés fonctionnent relativement bien les unes par rapport aux autres. Et on est capable ici de combiner par exemple une collection qui travaillerait, pardon, une boucle for qui travaillerait sur une collection. Donc la nouvelle syntaxe permet d'avoir un objet qui est l'objet courant, et derrière la collection. On utilise 2 points pour séparer l'objet courant de la collection. Et ensuite là, on n'utilise pas l'aspect générique, mais par contre on a une syntaxe qui est relativement élégante. Par contre, ce que l'on constate, c'est que l'itérateur disparaît. Donc c'est une boucle for qui est intéressante pour parcourir tous les éléments, du premier au dernier, sans jamais avoir accès à l'itérateur. Ce qui est intéressant, parce que c'est quand même souvent ce que l'on fait, passer en revue tous les éléments. Par contre, ça n'annule pas, ça ne remplace pas l'ancienne boucle. Pour tous les cas de figure, on va parcourir 2 tableaux à la fois, ou avoir accès à l'itérateur pour parcourir les éléments clairs dans la page. Par contre, on va donc, ce que je disais, pouvoir combiner ceci avec donc, la nouvelle boucle for, avec des types génériques et avoir un code qui est beaucoup plus simple à lire, qui reste compréhensible, c'est quelque chose de très important dans Java, auquel on attache beaucoup d'importance. 10 ans après, du code Java, quand on le lit, on comprend ce qu'il fait. C'est lié au fait, par exemple, on passe sur charge d'opérateur. Et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et qu'on a voulu renforcer encore avec ces nouveautés du langage. Donc voilà ce que font les types génériques, et voilà par exemple comment ils peuvent être combinés avec ce qu'on appelle une boucle for. Les annotations sont cette fonctionnalité qui permet de décorer, d'annoter un bout de code. Un bout de code, c'est une variable, c'est une méthode, c'est une classe, pour pouvoir lui rajouter des métadatas. Les métadatas, c'est par exemple des informations qui vont être exploitées soit par le compilateur, soit par un outil qui va
en déduire des fichiers annexes, qui va peut-être en déduire d'autres classes, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Java 5. C'est quelque chose qui est d'habitude analysé, ces annotations, par un outil qui vient désormais avec Java 5 qui s'appelle APT pour Annotation Processing Tool. Une manière simple, on va introduire une syntaxe, on va utiliser l'arrobas, et on va par exemple ici une annotation d'exemple, @debug, qui permet d'annoter ici une méthode. Cette annotation pourrait avoir par exemple comme signification que celle-ci ne doit pas figurer dans le fichier classe une fois que je passe en production. On a seulement 3 annotations qui sont prédéfinies dont la signification est définie dans Java 5. C'est vraiment avec l'arrivée des EJP3 et de toutes les autres technologies de type J2 qu'on va avoir beaucoup de nouvelles annotations qui apparaissent. J'en prends une pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut servir. Par exemple, le deprecated. Le deprecated, c'est quelque chose qui existe dans Javadoc qui permet de dire au titre de la documentation que telle méthode ici, eh bien, ne devrait pas être utilisée, ou carrément telle classe, parce qu'elle est obsolète et elle a été remplacée probablement par autre chose. Et ça s'adresse au développeur, à un être humain, à travers une documentation. Là, l'idée de cette annotation, c'est que c'est quelque chose qui est au niveau du langage, qui s'adresse au compilateur. Et c'est donc quelque chose qui peut être traité au niveau du compilateur et reporté, ramené comme une erreur par Java 5. Il en va de même pour la partie override qui permet de spécifier au compilateur qu'on est en train de surcharger une méthode et que si ça n'est pas le cas, parce que je me suis trompé dans mon argument et que c'est une méthode qui est mal orthographiée, eh bien le compilateur va me dire non, attention, ceci n'est pas la méthode que vous pensez être. On va pouvoir déclarer bien sûr ses propres annotations, c'est important. Et ces annotations sont disponibles, donc la réflexion, la grille de réflexion a été modifiée pour pouvoir permettre à l'utilisateur d'accéder à l'annotation qui vient donc décorer un attribut, une méthode ou une classe. Et cette annotation peut survivre le temps de la compilation ou carrément jusqu'au moment de l'exécution en fonction de l'usage que l'on va en faire. C'est quelque chose qui est défini au moment de la déclaration d'une annotation qui se fait ici, donc avec cette annotation, cette méta-annotation at interface. On y reviendra tout à l'heure sur les aspects J2, je pense que ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Donc voilà pour l'aspect langage. Pour l'aspect API, il y a des évolutions des API existantes. Et j'en ai pris une, qui est à titre d'exemple, qui est tout ce qui est package java.net, qui fait référence à tout ce qui est API de réseau, dans laquelle on a des évolutions au niveau du support de tout ce qui est protocole HTTP, support de tout ce qui est timeout en particulier, c'est des choses qu'on pouvait avoir quand on descendait au niveau socket mais qu'on n'avait pas au niveau HTTP. La plupart du temps c'était quelque chose de propriétaire, aujourd'hui c'est tout à fait standard et disponible au niveau des connexions HTTP. La gestion des cookies est quelque chose que l'on va pouvoir faire de manière standard également, en particulier si vous avez une application qui s'exécute dans le contexte d'un plugin Java qui tourne dans un navigateur, on va pouvoir proposer à l'application Java, à l'applet Java d'utiliser, d'accéder à tous les cookies qui sont dans le navigateur, et il en va de même pour l'aspect proxy. On aura des supports dans tout ce qui est cache, donc ça ne veut pas dire qu'on vous fournit un cache, ça veut dire qu'on fournit à une manière standard de brancher un cache dont l'implémentation reste informée. Une API de proxy, une API qui est ici de reachability, c'est un petit peu le ping, sauf que ce n'est pas le ping Unix qui demande des droits extrêmement importants en termes d'autorisation. Donc c'est la capacité à vérifier qu'une machine est disponible. Si elle vous répond qu'elle est disponible, si elle ne vous répond pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas disponible. Ça veut dire simplement qu'il y a peut-être un certain nombre de paramètres qui ont interdit à cette machine de vous répondre avec cette nouvelle API. Et puis on a un support IPv6 qui existait à la version précédente, mais qui est amélioré ici, et qui permet aujourd'hui de développer du code Java qui est, et qui permettait en fait même avant qu'IPv6 existe, puisque tout le travail était fait au niveau de l'HDLM, de développer du code Java qui peut fonctionner en IPv6 sur tous les OS, y compris sur Windows, où l'architecture retenue en termes de stack TCP est un petit peu bête à mesure qu'on a deux stacks séparés, une IPv4 et une IPv6, et que ces décisions, quand on fait du C par exemple, qui doivent être prises au moment du développement et gérées par le développeur, là il y a une socket qui écoute sur une adresse qui est en IPv4 ou en IPv6, il n'y a pas de modification du code Java. Donc voilà un petit exemple simplement sur l'aspect API réseau et d'évolution. Toutes les API, tous les packages ont subi une évolution à peu près de cette ampleur.
C'est quelque chose d'important qui n'est pas forcément facile à couvrir dans une présentation de cette durée, mais je vous invite véritablement à regarder toutes les sections Web Studio qu'il peut y avoir dans chacun des packages de Java 5. On a également de nouvelles API, en particulier une API qui s'appelle l'API de concurrency. Cette API de concurrency, c'est une API qui existait précédemment et qui a été initialement beaucoup utilisée et qui a été surtout créée par un universitaire de l'Université de New York, un professeur de l'Université de New York qui s'appelle Doug Lee, et qui fait son entrée dans Java 5, qui a été revu pour intégrer un certain nombre de nouveautés du langage, en particulier les aspects génériques, et qui va proposer en particulier une nouvelle interface qui s'appelle Executor, qui est dans une certaine mesure une façon de remplacer toutes les utilisations des threads que vous pouviez faire précédemment. Partout où vous utilisez des threads, qui est une notion d'assez bas niveau, où on mélange assez facilement des problématiques d'ordonnancement et des problématiques de traitement, et bien on a une API d'un petit peu plus haut niveau ici qui va nous permettre d'accepter des objets de type runnable et d'avoir des implémentations par défaut surtout. Donc autant Executor est une interface, autant ce nouveau package propose plusieurs implémentations. Ici, par exemple, un exécuteur monothreadé, un exécuteur avec un nombre de pools, avec un nombre de threads, défini, figé. Et c'est autant de choses pour lesquelles les implémentations existent déjà. Et pour tout ce qui est cache, pour tout ce qui est pool aujourd'hui, on a des solutions. Et on reverra, pour ceux qui sont là demain, que d'un point de vue performance, une des recommandations aujourd'hui au niveau du développement, c'est partout où c'est possible, utiliser des implémentations de cache ou des implémentations de pool qui existent déjà sur de librairies, de bibliothèques, et pourquoi pas, si elles vous conviennent, celles qui sont de base dans Java 5. Donc ici, on a quelque chose qui va nous permettre d'exécuter de manière immédiate, de manière avec un délai, une tâche qui sera un exécutable, avec un schedule ici, et qui va nous permettre également d'avoir un shutdown. Le shutdown qui serait cette façon propre d'arrêter un process. Pour ceux qui ont eu affaire à manipuler des threads, la méthode stop de thread a été rendue obsolète il y a quelques temps déjà. Voici probablement une façon plus élégante d'arrêter et d'interrompre un traitement. On a une classe qui s'appelle Future également, qui est une classe qui va permettre de manipuler un objet et de le manipuler soit de manière, on va dire, asynchrone, soit de manière bloquante. Donc imaginez ici, on a une classe qui implémente une interface qui s'appelle callable, qui impose d'implémenter une méthode qui s'appelle call, et que cette méthode call prenne un temps relativement important à s'exécuter, qu'on puisse stopper ces temps parce que c'est un traitement lourd. On va pouvoir ici définir un objet, qui est un objet de type futur et qui contient donc un big integer, puisque c'est ce qui est retourné ici par la méthode big integer, par la méthode call, pardon, et pouvoir lancer à travers un exécuteur qu'on vient de voir à l'instant ce traitement, et ensuite être capable de travailler sur cet objet result et être capable de vérifier que la tâche est terminée ou non, de pouvoir vérifier si elle a été annulée ou non, et éventuellement, si on a besoin, de pouvoir se bloquer en attente du résultat en appelant ici la méthode get. Toujours dans cette idée d'avoir un niveau d'abstraction un petit peu plus élevé par rapport à tout ce qui est ordonnancement de traitement, pour pouvoir bien les séparer de tout ce qui est logique de programmation, logique métier web. Voilà pour l'aspect API, j'en ai pas d'autres à couvrir, il en existe d'autres, il y a des évolutions au niveau swing, il y a des évolutions au niveau sécurité, il y a des évolutions à peu près dans tous les packages, je vous invite encore une fois à aller regarder le Javadoc approprié. J'en reviens maintenant à l'aspect un peu détail d'implémentation. Ce que j'appelle ici les tools MNM, c'est l'aspect monitoring et management. Une des API que je n'ai pas cité, qui rentre dans Java, c'est JMX. JMX, c'est une API qui va permettre de faire du monitoring et du management. D'une part ici sur la JVM, et c'est ce qu'on propose ici avec ces outils, mais également sur votre application, au travers d'objets de type Mbit, qui pourraient exporter des informations, mais également recevoir des requêtes pour un aspect management, c'est-à-dire avoir des actions sur l'application à travers cette API JMX. C'est cette API JMX qui est utilisée pour exporter un certain nombre de données, donc un certain nombre, c'est plusieurs centaines de données, d'informations à un instant donné, sur la JVM, sur son état.
Ces informations sont exportées et sont rendues exploitables par soit des outils en ligne de commande, soit par un outil qui s'appelle JConsole, qui est l'outil graphique qui a tendance à agréger toutes ces données exportées par une JVM. Donc on va avoir des outils de type JPS, simplement un PS qui permet de lister toutes les JVM qu'on va pouvoir monitorer qui sont sur la machine. Un JStat qui va nous donner des statistiques en termes de nombre de temps passé en compilation de classe, de temps passé en chargement de classe, de temps passé à faire du garbage collector. Le garbage collector, on a tendance à dire, si vous avez des problèmes de performance, c'est forcément lui, là pour d'autres. Mais là, on a l'occasion de le quantifier, de le vérifier. Oui, c'est peut-être lui, il y a matière à faire étudier, bien non, il passe 100% du temps en garbage collector. Ça vous est précisé ici de manière extrêmement précise. Et donc, si on passe 100% du temps en garbage collector, si même on est sur le temps à 0, on gagne 1%. Donc voilà des outils qui vont permettre de faire en sorte que JVM ne soit plus une boîte noire, et tout ceci sans démarrage d'options qui auraient tendance à dégrader la performance ou qui seraient à utiliser uniquement en mode intégration ou développement. Ce sont des outils à utiliser en production. C'est extrêmement important. On a d'autres outils de type chien, on trouve des choses toutes bêtes comme le process qui tourne. Quelle est la version de JVM? Avec quelle option est-ce qu'il a été démarré? C'est des choses qui ont l'air de rien, mais en production sont des infos extrêmement critiques à pouvoir remonter, encore une fois, sans redémarrage et sans version de type debug ou de mode monitoring. JStack va nous permettre d'avoir à un instant donné ce qu'on avait avec des contrôles break, des cycles des types -3, c'est-à-dire un dump de tous les threads et de l'état de tous les threads à un instant donné. Et tout ceci, bien sûr, est portable sur toutes les plateformes. Qui a déjà vu JConsole ou utilisé JConsole? Un petit peu moins de 50%. Donc, je vais quand même prendre 2 minutes pour montrer de quoi il s'agit. JConsole, c'est donc, j'ai ici une application Java qui tourne, rien d'extraordinaire, c'est une des démos qui vient avec le JDK. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais lancer JConsole, qui est donc une des nouvelles, un des nouveaux binaires qui vient dans le répertoire PIN de Java, et qui va nous permettre de nous connecter, donc il va lister sur la machine toutes les API, tous les JVM et tous leurs PIT, et qui va nous permettre de nous connecter à une JVM. En particulier ici, à cette application en train de tourner. On va nous dire que l'application a été démarrée il y a 59 minutes, je fais ça tout à l'heure pour Fonasal, qu'elle a compilé des classes pendant moins d'une seconde, qu'elle a un nombre de threads. Ici, on a une sorte de résumé de ce qu'il y a dans la JVM, un nombre de threads qui aujourd'hui de 21, des détails sur la mémoire, un nombre de classes chargées, combien ont été supprimées de la mémoire, et quelques informations statistiques sur la partie système d'exploitation. Et tout ceci peut être vu en beaucoup plus de détails. La JVM elle-même est décomposée en un certain nombre d'espaces mémoire, l'espace où il y a créé les objets, les espaces où vivent les objets d'une durée de vie un petit peu plus longue. Et on va pouvoir voir le comportement et l'évolution de l'occupation de la mémoire au fil du temps, et même être capable de faire des choses comme lancer un garbage collect ici de manière explicite. Donc il y a un certain nombre de zones qu'on va surveiller. On peut voir pour chacun des threads ici, qui sont existants dans l'application, l'état dans lequel il est, waiting ici par exemple, et puis où il est dans la stack trace. Donc ici on a des threads de type JVM. Si on avait des threads applicatifs, par exemple, ici on en a un, eh bien on peut voir tout l'appli d'appel et voir qu'un objet, une méthode, par exemple, est extrêmement sollicité toujours par le même thread, et c'est des informations qui peuvent servir derrière pour savoir où est-ce qu'on passe du temps dans une application. On a également des informations sur les classes, le nombre de classes chargées, le temps qu'on a passé à charger ces classes. On peut lui demander ce qu'on appelle un verbose output, c'est-à-dire simplement l'équivalent du verbose GC, mais au niveau nombre de classes. Et donc maintenant, si je joue un peu avec l'application et que je lui demande de charger de nouvelles classes, on devrait avoir, c'est dans l'autre, des informations voilà, ici sur les classes qui sont chargées et depuis quelle archive. Est-ce que c'est depuis le rp.jar, est-ce que c'est depuis mon jar, et où est-ce qu'il est, est-ce que c'est mon junique.jar, celui qui est à tel endroit ou celui qui est à tel autre endroit. C'est un outil assez intéressant pour voir ce qui se passe. On va avoir des informations de type JVM, c'est ce que je vous disais, quelle est la version, quelles options ont été utilisées pour lancer, et également donc le class pass, le library pass, autant de choses qui vont permettre derrière de diagnostiquer beaucoup mieux les informations que d'essayer de relire et d'essayer de comprendre ce que fait un script qui a lancé cette JVM.
Et puis il y a un onglet ici qui s'appelle MBIN, qui est un onglet où on va présenter toutes ces informations sous forme de MBIN, c'est-à-dire tout ce qu'on va présenter de manière relativement élégante ici. Ce sont des MBIN qui sont disponibles, qui vont nous permettre par exemple ici de créer un graphe sur une valeur particulière. C'est toutes les centaines d'informations qui sont exposées. Et c'est un endroit également, donc ici par exemple, la mémoire, voilà un certain nombre de choses qui sont monitorées, et qui sont remontées et utilisées pour dessiner ces graphes. On a également l'opération qui est l'appel du garbage collect. On peut appeler cette opération. On peut avoir des notifications, on peut s'abonner, tout ça c'est bien l'API JMX. Et puis on peut avoir des informations qui sont liées à ce MBIN particulier. Donc là on a tous les MBIN qui sont liés à l'instrumentation de Hotspot, de la JVM elle-même, mais on pourrait voir apparaître ici tous vos MBIN à vous, qui sont des MBIN applicatifs qui vont surveiller tout un pool, qui vont surveiller des objets métiers, qui vont surveiller à peu près tout ce que vous allez vouloir rendre accessible depuis un outil de monitoring comme JConsole, comme d'autres outils qui sont basés sur JMX. Voilà ce que je voulais montrer rapidement sur JConsole, ça me paraissait important. Ça, c'est si la démo ne marche pas. On a pas mal d'évolutions au niveau Java Web Start, qui est cette technologie pour déployer des applications. Et ces évolutions ici sont essentiellement liées à des déploiements en entreprise à relativement grande échelle, où les problématiques ne sont pas de demander à l'utilisateur de cliquer sur un lien la première fois pour installer une application par Java Web Start, mais on veut pouvoir installer, faire du push d'application. On peut peut-être faire des installations depuis CD, parce qu'au moins on sait quand on a fait l'installation et on peut valider le fait qu'elle a été réalisée à telle date. Tout ce qui est intégration par rapport au desktop a été amélioré, en particulier par rapport à tout ce qui est accès aux impressions, qui se fait désormais par des API qui sont standard Java et non pas des API liées à Java Web Start. Et puis on est capable d'avoir plus de paramètres. Donc ce qui est intéressant dans les applications Web Start, c'est qu'on est capable de certifier qu'au moment d'exécution, il tirera bien la bonne version de JVM. On peut même la télécharger, la voler de manière extrêmement simple si l'utilisateur ne l'a pas sur Windows. Mais on avait du mal à passer des paramètres autres que la taille du tas utilisé dans Java. Aujourd'hui, on peut pouvoir passer surtout des paramètres de type -d, donc tout ce qui est paramètres applicatifs, mais également d'autres options de type tuning, par exemple, de JVM, pour pouvoir améliorer les performances et l'expérience utilisateur. On en vient à Java 6. Alors pourquoi on en vient déjà à Java 6? Parce que Java 6 est déjà en bêta. C'est-à-dire la question en fait que j'ai envie de vous poser, c'est qui aujourd'hui développe en Java 5? À peu près 50%. Parmi les autres, ceux qui ne sont pas sur Java 5, combien n'y sont pas parce que leur serveur d'application ne permet pas d'aller sur Java 5 aujourd'hui? Un bon 50% des autres. On va voir plus encore. Donc effectivement, si votre serveur d'application favori ne supporte pas encore aujourd'hui Java 5, parce que la version que l'utilisant d'entreprise ne vous le permet pas, malheureusement vous ne pouvez pas le faire. Je pense que c'est un problème qui relativement rapidement, je fais des sociétés à 3 lettres avec des couleurs bleues qui ont peut-être mal supporté Java 5, mais c'est quelque chose qui devrait assez rapidement depuis être parlé. Donc Java 6. Java 6, mon code Mustang. Tiger, Mustang, et Java 7, ce sera Dolphin. Mustang, même chose, 3 types d'évolutions possibles, et en réalité, il y aura très peu d'évolution au niveau du langage. Et c'est pas plus mal, parce que quand même, ça s'habitue un petit peu ce que avec Java 5. Parmi les choses qu'on va voir, donc ça c'est le slide, vous pouvez me poser des questions, en espérant que vous puissiez répondre, parce que je ne suis pas sûr de connaître absolument toutes les fonctionnalités qui sont là, il y en a beaucoup. On fonctionne par thème. Et à ce stade-là, même si on est déjà en retard, on va parler plutôt de thème, une fonction extrêmement précise. Le thème numéro 1, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est compatibilité, stabilité, qualité. Ce qu'on entend par qualité, c'est l'aspect stabilité et compatibilité avec tout ce qui est développé, c'est extrêmement important. Puisqu'on est déjà en bêta, je vous dirai tout à l'heure qu'on va probablement avoir une version finale à la rentrée de septembre, eh bien, il est tout à fait possible qu'il y ait un certain nombre de personnes qui veulent passer de 1.4 à 6 directement. C'est important pour nous que ce saut soit tout à fait techniquement possible. Et donc, on va s'assurer, non pas que seulement les gens qui sont en version 5 puissent passer en 6,
mais que les gens qui sont en 1.4, en 1.3, en 1.2 ou en 1.1 puissent passer directement à 1.6. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, on a par exemple un document qui vous permet de passer de version 1.3 à 5, et plutôt de vous palucher les release notes, toutes les versions les unes par rapport aux autres, d'avoir un document qui vous permet de migrer l'application par rapport à un existant 1.3 avec une cible type Java 5, et on entend la même chose pour passer dans 1.4 vers Java 6. Donc l'aspect de compatibilité, stabilité, qualité est extrêmement important. Le deuxième thème me ramène à JConsole, à tout ce qui est management, gestion des diagnostics, où on va améliorer un certain nombre de choses. Je vous ai dit que JMX et toute cette instrumentation qui permet d'exploiter ça à travers de JConsole, c'est des choses qu'on peut utiliser en production, c'est vrai. La seule chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a une option quand même pour démarrer l'application qui sera monitorée. Aujourd'hui, on a dans Mustang, dans Java 6, la possibilité de supprimer, de ne plus avoir besoin de cette option, et de pouvoir faire ce qu'on appelle en fait une attach à demande sur une application dont le développeur ou la personne qui a lancé l'application en production ne savait même pas qu'elle pouvait être monitorée. On a des informations, des évolutions au travers de tout ce qui est out of memory error, qui est une erreur qui peut survenir peut-être en développement parce que vous n'avez pas bien dimensionné votre livre, votre tas Java, mais également pour des questions un petit peu plus complexes qui sont liées à l'occupation, au dépassement de capacité d'une zone bien particulière de votre JVM. Et donc l'idée c'est d'avoir des messages d'erreur qui sont un petit peu plus parlants que ce qu'on avait jusque-là, là aussi pour pouvoir diagnostiquer bien sûr en développement mais aussi en production les problèmes qui ont pu se produire. On va avoir une évolution de JMX qui lui évolue, qui évoluera encore à l'horizon Java 7 sur le monitoring à base de web service. Et donc, ce thème de gestion du diagnostic, de monitoring et de management reste extrêmement important et il va permettre, par exemple, dans JConsole, d'avoir un monitoring de plusieurs JVM en fin de journée, pas seulement tout seul, ce qui est le cas aujourd'hui dans le bassin. Le thème numéro 3, c'est XML et web service. XML, alors XML d'abord est une excellente technologie pour véhiculer des données. Et ce, depuis très longtemps en Java, bien intégré dans Java 1.4, au titre de tous les parseurs et toutes les manipulations, SAX, transformation XSL que l'on sait faire de manière assez facile et intégrée au niveau du langage. XML est bien sûr très utilisé dans l'aspect web service. Web service qui a donc bien sûr objectif une interopérabilité à travers les systèmes, les langages et les modèles de programmation. Et les web services ont été intégrés plutôt côté J2E avec la version 1.4, mais en particulier avec l'intégration, quelque chose qu'on a appelé, qui s'appelle le Basic Profile, qui est une sorte de liste de bonnes pratiques en termes d'implémentation par rapport à des standards comme SOAP, WSDL et UTI, qui est émis par le WSI, le Web Services Interoperability Organization. Et donc, qui est dans J2E 1.4. Quelque chose d'important, et souvent, vous avez peut-être vu dans les outils de type NetBeans, Creator ou d'autres, que quand on manipule les web services, on va avoir une option qui vous permet de vérifier à un instant donné que le web service que vous utilisez, le WSDL que vous êtes en train d'injecter, fait référence à un web service qui est effectivement conforme à ce basic profile. C'est quelque chose d'extrêmement important qui permet d'améliorer le niveau d'interopérabilité entre différentes technologies de type J2E d'un côté et de l'autre, pour ne pas le citer. Et ça, c'était réservé jusque-là à J2E. Et ceci, ces fonctionnalités dans J2E vont évoluer, on va voir ça tout à l'heure. Et c'est un sous-ensemble de cette évolution. On va parler de WS 2.0, et au niveau Java, on va parler de quelque chose qui va s'appeler JAX WS 2.0. C'est un sous-ensemble, c'est important, de ces fonctionnalités-là qui vont rentrer directement dans le JDK. Et qui vont rentrer et qui vont permettre même d'aller jusqu'à avoir ce qu'on appelle des callbacks, où le web service n'est plus cette approche requête-réponse RPC fortement couplée, mais un usage plutôt orienté message avec des échanges asynchrones, et qui dit échange asynchrone dit probablement callback et capacité pour quelqu'un que vous avez contacté de vous contacter en retour. Et pour pouvoir être contacté, eh bien, il faut pouvoir répondre
à des requêtes de type SOAP qui sont souvent véhiculées sur le protocole HTTP. Et c'est pour ça qu'on intègre dans Java 6, dans Mustang, un petit serveur web qui va permettre essentiellement de pouvoir gérer des callbacks utilisés dans les web services de type asynchrone. Ça n'est pas un appage, un serveur web complet, c'est simplement cette capacité à pouvoir, depuis J2SE, participer à des interactions de type web service. Le thème numéro 4, c'est important, il était déjà important dans Tiger, c'est la facilité de développement qui peut se traduire par beaucoup de choses. Dans Java 5, c'est essentiellement les évolutions du langage, quelques évolutions du niveau API. Là, il y a d'autres choses. L'idée, c'est d'être plus productif, de développer plus vite, d'être moins embêté par des choses qui nous prennent du temps et qui ont peu de valeur ajoutée. Bien sûr, c'est aussi le cas, vous verrez dans J2E, de pouvoir simplifier la vie du développeur, tout en fournissant une compatibilité avec ce qui avait été fait jusque-là. Une des choses que l'on voit apparaître, et on met ça sous l'intitulé simplement la simplification du développement, c'est l'intégration des langages de script. Dans Java 6, on intègre un moteur de script qui est Rhino, qui est l'interpréteur JavaScript. Beaucoup de langages de script. JavaScript est peut-être, au titre de son utilisation dans les navigateurs, celui qui est le plus utilisé. C'est lui qui sera fourni dans Java 6. Alors la raison de l'intégration des langages de script et de Java, il est que Java c'est un langage fortement typé, c'est un langage qui permet de comprendre effectivement des années après ce que le développeur a voulu faire. Et les langages de script, qui sont des langages dynamiques, qualifiés de tels, et ils le sont des langages qui nous permettent de souvent manipuler vite, et bien, c'est pas péjoratif, des données par exemple. Là où, quand on voudrait par exemple renommer une série de fichiers, on pourrait commencer par faire un public statique void main et jouer avec des output streams, je sais pas jamais dans quel sens, qui ouvre qui, output stream, buffer machin et output find, ou utiliser un langage de script, et les scripts d'échelle par exemple, mais aussi des scripts de type Groovy, qui est un langage de script qui a été développé avec pour cible explicitement Java, qui a pour objectif d'être facile à manipuler par des développeurs Java, ont toute leur place dans des développements de type Java partout où cet aspect fortement typé n'est pas intéressant et l'aspect verbeux de Java, par moment, peut au contraire lui être une contrainte. Donc JavaScript dans un premier temps, d'autres peuvent arriver, on a deux JSR, deux Java Specification Request, un pour Groovy et un autre pour un langage qui s'appelle Big Shell, qui sont probablement des candidats pour pouvoir être intégrés facilement dans une JVM, c'est-à-dire que quand je suis en Java, je vais pouvoir accéder à des scripts écrits dans ces langages, mais également quand je suis dans ces langages, dans ces scripts, je vais pouvoir accéder à toute la bibliothèque Java qui existe, puisque c'est en fait du code qui va tourner dans une JVM, dans tous ces cas, que ce soit du JavaScript, du Groovy, du Big Shell, et il y en a beaucoup d'autres. C'est un peu tous les frameworks de présentation, il y en a beaucoup. Voilà les principaux. Des évolutions également au niveau JDBC 4, essentiellement de la manière dont on va déclarer les variables. Et puis quelques évolutions, beaucoup de petites évolutions au niveau API, dont l'objectif est de simplifier la vie du développeur. Un petit détail, ici, vous avez par exemple, probablement tous eu à gérer ce problème. Vous avez toute une ribambelle de Java qui sont utilisés dans la application, les JUnit, les Log4j, et ainsi de suite. Et il faut les lisser explicitement. Ici, c'est pour une compilation, ça pourrait être une exécution. Il y a toujours des trucs du genre, on peut déposer ça dans un répertoire particulier qui est donc JRE, mais quand on dit qu'on l'a mis là, et puis quand on va changer de version, ça peut être tout. Mais globalement, quand on veut faire la chose proprement, et pourquoi pas dans un script de lancement d'application, on doit lister tous les genres auxquels on fait référence. Et enfin, là, ici, le fichier qu'on va compiler, ce qu'on va proposer désormais dans Java 6, c'est la capacité d'avoir la même API, et ça ne résout pas beaucoup de problèmes. Il faut toujours bien sûr expliciter toutes les genres que vous avez besoin, mais il faut également avoir une wildcard pour prendre en compte tous les genres qui sont dans un répertoire. Le cinquième
Et l'avant-dernier thème, c'est tout ce qui est lié à Java sur le poste de travail, essentiellement donc à Swing. Le premier des points, c'est que Mustang Java 6 supportera dès sa sortie tout ce qui pourra arriver dans Windows Vista, qui est donc la prochaine version majeure de Windows, qui voit une évolution extrêmement sensible de tout ce qui est toolkit pour faire des interfaces graphiques. Et donc Java, et Swing en particulier, dont l'objectif est de pouvoir tourner sur toutes les plateformes et d'avoir le look and feel natif de toutes ces plateformes, sera dès la sortie de Mustang, c'est-à-dire avant même la sortie de Windows Vista, prêt pour tout ce qui arrivera dans Vista. On va trouver beaucoup de petites améliorations, mais qui, mis bout à bout, font probablement une différence dans la manière dont un utilisateur peut percevoir une interface graphique. On va retrouver par exemple tout ce qui est anti-aliasing. On va retrouver une capacité d'avoir de la notification et utiliser le système frais pour avoir des icônes qui peuvent changer en fonction de l'évolution, qui peuvent notifier l'utilisateur de l'évolution. Je vais vous montrer ça. On peut avoir un splash screen. Alors, un splash screen, vous allez voir, c'est facile. On sait faire depuis longtemps. La clé, c'est d'avoir un splash screen qui va permettre de distraire l'utilisateur dès le lancement de la JVM. Pas au moment où on arrive enfin dans les classes utilisateurs, après avoir changé toutes les classes de la JVM en démarrage, mais vraiment le plus tôt possible. Et c'est extrêmement simple, c'est une notion au démarrage de la JVM. On va avoir enfin du tri et du filtre, des filtres sur une JTable. Tout ce qui est très rectangle, c'est tout ce qui est écran gris. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé sur une application Java, vous remettez dessus, et il se passe un certain temps avant qu'elle soit rafraîchie, et vous avez en attendant un écran gris. Cet écran gris disparaît avec Java 6 parce qu'on fait du vrai double buffer. On a un certain nombre d'autres améliorations. Il faudra avoir Swing Worker, qui connaît Swing Worker. Swing Worker est une classe d'exemple qui vient avec le tutoriel Java depuis de nombreuses années, qui permet d'avoir des tâches qui sont un petit peu longues à s'exécuter dans les applications clientes, qui s'exécutent de manière propre et qui accèdent à tout ce qui est mise à jour de l'IHM, donc un thread qui est spécifique à ça, l'event dispatch thread, qui permet de le faire et donc pendant une tâche longue, de voir quand même un rafraîchissement de l'IHM plutôt que en tout le temps du traitement, l'IHM ne réagisse plus et donne l'impression à l'utilisateur que l'application est plantée. Qui connaît Group Layout? Group Layout est un nouveau layout sur Swing qui est utilisé en particulier dans Matisse, qui est donc le nouveau builder Swing qui arrive dans 2005. Il rentre dans Mustang. C'était longuement en suspens. C'est aujourd'hui, je crois confirmé, mais pas encore annoncé. Donc on est dans le stade entre deux autres, mais ce qui va permettre, sans se trimballer un petit jar, qui n'était pas forcément très gros, qui fait une quarantaine de cas, qui est dans les GPL, peu de contraintes, et bien de l'avoir directement intégré dans la JVM. Et puis on a une unification ce qu'on appelle des moteurs Java Plugin et Java WebStart qui vous permettent que votre application soit déployée à travers WebStart ou à travers un plugin, ou les deux, qu'elle ne soit déployée qu'une seule fois. Et que quand vous voulez par exemple accéder au cache local d'une machine, vous puissiez le faire une seule fois et que cette application soit ensuite disponible soit sous forme d'application WebStart, soit sous forme d'application. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer, parce que la combinaison de tout ceci pour le faire, j'ai fait ça dans le train tout à l'heure, donc ça peut manquer. Je vais essayer de vous montrer presque tout ce qui est là. Donc le Group Layout, c'est une application qui a été construite dans la ville de Matisse. Le Swing Worker, pour une tâche un peu longue, on est capable d'avoir un rafraîchissement de l'interface, le splash screen, le système trait, le protocole d'intégration par rapport au desktop. Ça ne va pas trop parler, c'est la capacité à, par exemple, réutiliser le navigateur, réutiliser un outil de mail, réutiliser toutes les associations de fichiers, tous les types BIM qui sont définis au niveau du système d'exploitation pour pouvoir en bénéficier dans une application Java. Et tout ceci, alors je ne l'ai pas déployé avec WebStart, mais tout ceci est possible. Et tout ceci est désormais standard dans Java 6. Donc si on en vient à... Alors on va faire ça. On va baisser la résolution parce que c'est pas sûr. Donc j'ai une application qui a été faite dans NetBeans, voilà, la résolution où j'ai fait une interface au début, pour ceux qui ne connaissent pas Matisse, bien positionner ici les composants les uns par rapport aux autres, les redimensionner de manière extrêmement simple et ne plus m'embêter avec tout ce qui est Layout par exemple, où j'ai rajouté un certain nombre d'actions. Et c'est une application, si on l'exécute, qui va avoir d'abord, si tout va bien, un splash screen.
touchscreen, avec une image transparente, et une application ici qui est vraiment une application de démo qui va me permettre par exemple ici de lancer le navigateur tel que défini par défaut sur la plateforme sur une IA 2D. Ici on ne fait pas grand chose, mais j'ai cette interaction avec le navigateur. Et ici j'ai une tâche qui va me permettre de lister de manière récursive tous les fichiers à partir d'une racine qui ici est d2.dev. Et ça c'est typiquement la tâche un petit peu longue pour laquelle je voudrais avoir une expérience utilisateur qui soit agréable. En particulier, si j'appuie ici, je fais un disable de tous les composants pour éviter qu'il clique 3 fois sur le même bouton. Je lui dis où il se passe quelque chose ici. Donc il attend un petit peu. Et puis au bout d'un certain temps, il a la liste des composants, et donc liste relativement importante de tout ce qu'il a pu avoir à partir de cette racine. Et à partir de là, je vais pouvoir, par exemple, sélectionner un fichier ici et pouvoir l'ouvrir. Cette fois-ci, l'ouvrir en tenant compte des associations MIM que j'ai faites. Donc un fichier XML, par exemple, moi j'ai demandé à ce que ça s'ouvre dans Mozilla ici, dans Firefox. Mais on pourrait faire un petit peu mieux. On peut avoir une intégration avec le mail. Donc j'ai une adresse email ici qui va me permettre de lancer mon mail, lui aussi qui est configuré comme par défaut, avec une adresse et par exemple un intitulé pour proposer à l'utilisateur d'aller plus loin. Donc on va améliorer encore un petit peu cette démo en proposant ici des informations de type notification, c'est-à-dire une interaction avec le desktop de l'utilisateur, où on va faire en sorte que cette fois-ci la notification s'exécute. Eh bien, on a ici, parce que l'autre, je l'ai pas raté, une petite icône ici, qui est une icône qui appartient à l'application, à laquelle je vais pouvoir rajouter un menu par exemple, et qui est une icône qui va pouvoir changer au fur et à mesure que l'on travaille avec l'interface. Et donc ici, si je fais une liste, je vais voir qu'il me progresse, et j'ai une image au passage qui a pu changer. Il faudra rapide, on va l'en faire, voir qu'il me progresse, hop, ça change. Ce qui permet d'avoir une meilleure interaction utilisateur. Et on peut aller encore un petit peu plus loin, et là, je sors un petit peu du standard, pour ceux qui m'ont vu, je pense que c'est intéressant, où je vais vraiment cette fois-ci lui montrer qu'il se passe quelque chose. Il va vraiment se prendre presque sur un Mac, c'est joli. Où je vais cette fois-ci aller chercher quelque chose. Cette fois-ci, j'ai vraiment quelque chose qui me dit qu'il se passe quelque chose. Et voici la liste. Donc voilà typiquement ce que l'on fait, ce qu'on est capable de faire, parce que finalement, on est tous, quand on fait des applications, on a tous besoin d'un moment donné des réponses sur l'application à l'utilisateur. Voilà tout ce que vous avez aujourd'hui comme outil à votre disposition pour faire de belles applications et les vendre encore plus facilement à un utilisateur. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, et encore une fois, tout ceci met un standard. Alors l'innovation ne s'arrête pas là, et tout ce qui est évolution de Swing a lieu un peu dans un bac qui s'appelle Swing Labs. Pour ceux qui l'ont peut-être vu au mois de décembre à Paris, écoutez Romain Guy, c'est typiquement le travail sur lequel c'est là que travaille Romain, et c'est là-dedans qu'on va voir des choses au niveau effet, que je viens de vous présenter avec cette roue qui tournait, des évolutions de Swing, un point important sur le data mining, qui est un JSR dédié, et sur lequel je pense qu'il y aura des choses qui vont évoluer de manière assez intéressante, peut-être même dès le mois prochain. Et puis des intégrations par robotique qui aussi sont importantes et qui sont assez liées en fait à l'aspect data mining au-delà de Matisse, qui fait la partie là, quelque chose de très important, quelque chose qui prend du temps pour pouvoir faire l'aspect d'association de données. Et le sixième et dernier thème, c'est la partie ouverture. C'est le fait que beaucoup d'ingénieurs de Sun aujourd'hui ont un blog. Ils participent à des forums. Si vous posez des questions, c'est souvent un ingénieur de Sun qui a fait cette forme, pas uniquement, mais il y en a un certain nombre qui ont pour objectif, c'est partie de leurs objectifs qui sont donnés par un manager, de participer à des forums pour mieux comprendre l'utilisation qui est faite de la technologie qui développe. Des conférences, des votements, des sessions comme celle d'aujourd'hui par exemple. Vous avez par exemple PlanetJDK qui est un site qui agrège tous les blogs qui ont trait aux émissions du GPTR. Luxembourg par ailleurs, depuis le 1er novembre 2004, est disponible en code source, en code binaire et en mode debug toutes les semaines. Donc si vous avez un bug, vous pouvez le soumettre, et vous n'avez pas besoin d'avoir l'effet tunnel de 18 mois, 2 ans, 3 ans,
avant de savoir s'il a été corrigé dans la prochaine version de Java. Vous pouvez vérifier avec une périodicité qui est environ une semaine quelle a été l'évolution par rapport à votre ce qui permet d'avoir une meilleure réactivité. On a beaucoup de code qui ont été corrigés à travers ce mécanisme-là qui donne un côté un peu extreme programming, on va dire, dans la partie Java. Voilà ce que je voulais vous dire. Java 6 est en bêta aujourd'hui. Il y aura peut-être une deuxième bêta ou directement une release candidate. Ça n'a pas encore été décidé. Le bêta, ça veut dire que toutes les fonctionnalités dont on a parlé qui seront exposées à l'utilisateur sont déjà dedans. Après, c'est de la correction de code. Si on appelle ça une critique, s'il manquait quelque chose. Je vous renvoie pour la bêta vers la première URL et pour les versions qui sortent toutes les semaines vers ce deuxième site, bustamp.dev.java.net. Et on attend donc une version finale en mois de septembre 2006. Des questions d'été, c'est un petit peu repoussé. Et puis, c'est une année qui est relativement riche en 2006 côté Java. Java 6, on a Java 5 qui aussi va arriver, qui va arriver un peu plus tôt, tout à l'heure. Donc, septembre, en tous les cas, je pense, avant l'année, la fin de l'année calendaire 2006. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant que je